Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 46e clé qui s'intitule le discernement. Alors, comme à l'habitude, on va procéder de la même manière, à savoir en 4 étapes, à savoir tout d'abord on va définir le concept de discernement pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ensuite, deuxième axe, on verra sa raison d'être, son champ d'application. Troisième point, on tentera de voir une douzaine de techniques pour accéder au discernement et enfin, quelques conseils. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le discernement? Ok, donc l'étymologie de discernere en latin, ça signifie prendre du recul, ça veut dire séparer, mettre à part, distinguer. Et à vrai dire, c'est le pendant de critique en grec. Crisis signifie sélectionner, trier, etc. C'est le même principe, à vrai dire, sauf que critique, on a tendance à penser que c'est exclusivement négatif. Une critique peut être à la fois négative, mais peut être aussi positive. Elle peut être constructive. Un critique littéraire n'est pas nécessairement quelqu'un qui va défoncer un auteur ou un ouvrage, non. C'est quelqu'un qui va tenter d'émettre un jugement, une opinion, etc., etc., une sensibilité, mais en effet, de là, il en vient une notion où est-il véritablement objectif à travers sa critique littéraire, du même ordre qu'un journaliste, l'est-il également? Alors, on en vient nécessairement à ce point central qui est le discernement. C'est quoi théoriquement? Je dis bien théoriquement, c'est le fait de tenter de se rapprocher tout au moins de l'objectivité et de la vérité. Alors, qu'est-ce que l'objectivité? L'objectivité, encore une fois, en théorie, sur le papier, c'est des faits. C'est quelque chose qui n'est pas le fruit d'émotions, de parti pris, de jugements, etc., etc. Un peu comme un ordinateur. Vous metteriez des datas, des informations, des données, et ça trie, et bon, ça vous donne un résultat. Et c'est factuel, il n'y a pas à contester. Si vous faites une opération mathématique avec votre calculatrice, pas discuter des heures. 2 fois 2 égale 7, n'est-ce pas? Voyez, bon, évidemment, ça me semble assez évident. Mais ensuite, la vérité, ce qui est intéressant, c'est est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il y a eu de vérité? C'est cette question. Alors, j'ai fait notamment un interview, une vidéo avec Mika, d'ailleurs, que je salue, sur sa chaîne, traitant de ce sujet, sur différentes réalités, entre guillemets, parallèles, ou tout au moins, alors pas au niveau du multivers, etc. Ça, on aurait pu aussi aller plus loin, mais on a préféré se cantonner parce que c'était déjà un sujet assez conséquent. La vidéo dure plus de 2 heures à la base. Donc voilà, on va tenter de rester sur un seul schéma. Alors, je vais vous inviter pour progressivement avancer dans le sujet. Je vais citer un grand soufi, Rumi, que j'apprécie particulièrement et qui figure en préface de mon ouvrage Baraka casser la baraque, disponible gratuitement sur mon site web, également en audio libre, gratuitement également, et qui justement débute comme tel. La vérité est un miroir tombé de la main de Dieu, il s'est brisé, chacun en prend un morceau et dit que toute la vérité s'y trouve. Alors, c'est très métaphorique, c'est très joli, et quelque part ça fait écho à ce que j'aime à dire communément et qui est relativement simple, la vérité absolue, c'est la somme des vérités relatives. Je la refais, la vérité absolue, c'est la somme des vérités relatives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça sous-entend, alors si j'allais je développais davantage, mais là je me sortirais de l'objectivité, je serais plus subjectif vu que je mettrais quelque chose de spirituel. Je dirais la vérité absolue est de l'ordre du divin, la vérité correspondant à la somme des vérités relatives humaines. D'accord? Alors, déjà là, je ne suis plus dans l'objectivité, je ne suis plus, entre guillemets, dans la vérité objective, vu que dès lors, je mets déjà mon opinion, mon ressenti sur la notion de spirituel. C'est-à-dire, il y a des gens qui seraient cartésiens et qui me disent bah, « Attends, moi, je crois en rien, le divin, pour moi, ça ne me parle pas, ça n'existe pas, c'est pas… Donc, voilà, déjà, ce serait parti pris. Donc, mais ce que je veux vous dire par là, donc là, c'est un choix, hein, c'est plus objectif. Mais je pense profondément, donc ça c'est une intime conviction, mais je ne veux pas faire du prosélytisme nécessairement, qu'en effet, le grand tout aurait cette vue d'ensemble
qu'il expérimenterait, j'ai bien dit il expérimenterait ou ça s'expérimenterait à travers chacun de ses composants individuellement. Donc en quelque sorte, le grand tout s'expérimenterait, réapprendra à se connaître, etc. à travers nos différents personnages que nous sommes. Donc en fait, cette idée de, si on sort du carcan de Dieu, rien que la vérité absolue et la somme des vérités relatives serait très comparable au pendant de ce qu'avait dit Spinoza à l'époque, un être fini ne peut concevoir l'infini. Tentez de vous représenter que l'univers est infini, si tant est qu'il soit, ou même le concept d'infini, alors vous allez toujours repousser, un petit peu comme mes mains, vous voyez, j'ai l'impression, mon champ de vision, etc. Bon, bah, si j'avais Gogo Gadget commun et que j'avais 10 km, 100 km, 1 milliard d'années-lumière, etc., je peux toujours prolonger, mais il y a un moment, je me dis toujours, il y a un début et une fin. Donc votre cortex, votre humainement parlant, vous êtes fait pour ne pas concevoir, enfin, c'est pas que vous êtes fait pour ne pas concevoir l'infini, mais vous êtes un être fini, donc de facto, vous ne pouvez pas. Vous pouvez repousser sans cesse, telle une exponentielle, mais vous ne pourrez jamais flirter avec. Voilà, ça ne sert à rien de se prendre la tête des années-lumière. Voilà, ça c'est vraiment déjà la première chose extrêmement importante. De là, j'en ai déjà parlé, mais ça fait une vingtaine d'années que j'en parle, et j'étais adolescent que j'avais trouvé, mais on la retrouve communément maintenant, cette métaphore et analogie du Rubik's Cube, incarnant la vérité absolue. D'accord. Donc il y a 6 phases. Un Rubik's Cube, d'accord. Donc vous imaginez un cube sur lequel il y a 6 couleurs, 6 faces. Et je vous le montre et vous dites, bah, il est jaune. Et je vous dis, non, vous avez fumé, il est vert. Et quelqu'un d'autre sur ma gauche va dire, il est rouge, et ainsi de suite. On va tous se prendre la tête. C'est la même histoire que la métaphore de l'éléphant, où il y a des aveugles, 5 aveugles qui touchent différentes parties de l'animal. La façade, donc ils pensent que c'est un mur. Une patte, c'est un arbre. La queue, c'est une corde. La trompe, et ainsi de suite. Donc ils ont 5 vérités, selon eux, qui sont des vérités biaisées, parce que c'est faux, mais en plus, en fait, ça n'est que partiel. C'est qu'un fragment de la réalité. En fait, qui d'ailleurs n'est pas une réalité réelle, c'est une réalité biaisée. Donc, quelque part, le Rubik's Cube, pour moi, c'est très métaphorique de la vie, c'est-à-dire que tout dépend des angles de vue. Donc là, cette vidéo, elle n'est pas réelle en soi, il y a déjà un cadre. Ok, on aurait pu la faire de ce sens-là, vous pouvez être derrière, vous pouvez voir le décor ou pas. Voilà, ça semble mignon, propre, etc. Qui vous dit qu'il n'y a pas, je ne suis pas dans une décharge publique. Bon, vous voyez, c'est anglais, c'est une forme de réalité. Et quelque part, si on va plus loin que le Rubik's Cube, j'ai toujours pensé de la même manière, et ça je l'ai retrouvé chez Jules Verne, qui l'utilise comme tel dans un des ouvrages, Les Fourrures, je ne sais plus quoi, comme quoi ça c'était quelque chose que j'avais trouvé intuitivement. Pour moi, la réalité, c'est comme un kaléidoscope géant. Et en fait, c'est pas que je l'avais trouvé intuitivement, c'est plutôt que c'était lors d'une sortie de corps, un voyage astral dont j'ai déjà parlé, qui m'est survenu fin août 2001, à l'âge de 21 ans, et que j'ai restitué dans Sage Passage, l'ouvrage aussi disponible gratuitement, et enfin à travers le personnage. Mais j'ai eu cette vision, entre guillemets, cette conscience, mais pas humaine, c'est-à-dire un élargissement de conscience, voyant justement cette espèce de kaléidoscope où tout se répondait, tout se reflétait, et tous les empilements de réalité, en domino et superposés et enchevêtrés, etc. Enfin, d'une confusion extrême pour un humain, parce qu'il a besoin de son filtre, je vous réfère à la clé 15, et en même temps, je ressentais une forme d'amour inconditionnel et d'unité, et de là, tout prenait sens. Bon, alors j'ai encore les résurgences, les remembrances, mais l'expliquer en mots, je l'ai fait à travers l'ouvrage, mais c'est fade. C'est comme si j'essayais de vous expliquer, ou un aveugle, ce qu'est le rose, ou ce qu'est une couleur, un goût, etc., etc. Enfin, tout ça c'est vain, c'est comme si vous parliez de l'acte d'amour, enfin de l'acte ou bien le sentiment d'amour à quelqu'un qui ne l'a jamais connu. Bon, bref, vous avez parlé de l'oxygène à un poisson, etc., etc. Alors, on en vient nécessairement à une complexité de la réalité qui fait que nécessairement, est-ce que l'objectivité existe encore ? Pas vraiment. En fait, donc, la raison d'être, ça va être le discernement. On va permettre, entre guillemets, de se rapprocher d'une forme d'objectivité. Je dis bien se rapprocher, parce que je ne pense pas qu'on puisse être véritablement à 100% objectif.
C'est-à-dire, c'est comme une exponentielle en mathématiques. En fait, vous allez flirter un maximum toujours avec elle, mais vous n'allez jamais la toucher. Ça va se réduire, c'est impossible de la toucher. D'accord? Donc, c'est le même principe, en fait. Et je pense vraiment, même le plus de bonne foi, un avocat, etc., il y a forcément un impact, une influence, etc., quelle qu'elle soit. Je pense, hein, c'est encore une fois, c'est une intime conviction. Et donc, disons que la raison d'être, le champ d'application va être la quête d'objectivité, de s'en rapprocher, et bien entendu, implicitement, la quête de la vérité. Mais encore une fois, si tant est qu'il y en ait une absolue, et je ne pense pas. Donc en fait, il faudrait qu'on fasse pour chacun des thèmes, faire entre guillemets un sondage à la surface de la planète, prendre toutes les considérations. Et même ça, ce ne serait pas encore, ce serait pas assez parce qu'il faudrait attendre aussi la pensée évolutive du futur. Si vous faites un sondage à l'époque de l'Inquisition sur une forme de pensée, j'en sais rien, la Terre, etc., la cosmogonie, etc., bon, c'est complètement biaisé. Ou c'est très parcellaire, c'est très limité, et ainsi de suite. Donc, même dans ce cas de figure où on prendrait l'opinion de l'humanité entière, on serait encore pas forcément enfin, vous serez dans une forme de vérité absolue ponctuelle. Ce qui voudrait dire une intempérance, et voilà. Mais ça, c'est vraiment intéressant et fascinant. Ça veut dire qu'en fait, c'est ça, cette notion de vivant. Pourquoi le vivant, le grand tout, etc. J'aime ce terme, le vivant, c'est qu'il n'est pas figé, il n'est pas... c'est un mouvement, c'est une dynamique, c'est une évolution qui s'expérimente à travers nous en quelque sorte. Et ça, c'est passionnant en fait. Alors, bien entendu, la raison principale aussi au discernement, c'est de ne pas basculer, de sombrer dans l'obscurité, dans le parti pris, dans la manipulation surtout de masse individuelle et quelque part faire preuve d'une certaine forme de lucidité. Lux, en latin, signifie la lumière, d'accord? Donc ça, c'est très important et on va voir pourquoi, surtout de nos jours. Alors, 5 points essentiels qu'il est bon, à mon sens, de notifier, c'est bien entendu de tenter de se libérer des passions, des préjugés, d'avoir des œillères, d'accord, égotiques. Égotiques, liées à la personnalité, notre éducation individuelle, notre éducation sociétale, l'école, etc., notre culture, de là où on vient, notre langue, enfin, tout ça, d'accord, et d'analyser comme tel. Alors, de se rappeler aussi que, je vous réfère à la clé 9, l'ego adore sa raison d'être, hein, sa raison d'exister. Exister, étymologiquement, signifie séparer. Donc se séparer, c'est sa raison d'être. S'il ne se sépare pas du grand tout, des autres, de l'ensemble, il n'existe plus, il meurt. D'accord? L'ego, donc c'est sa survie en quelque sorte, le pauvre petit ego. Il faut le remettre quand même à sa place, il faut lui donner un petit peu de quoi survivre, et en tant que véhicule, comme on l'a vu, pas forcément comme un maître capricieux, etc. Un bon serviteur. Donc, à notre disposition, et pas l'inverse. Donc, mais d'avoir ça en tête. Ensuite, il faut quand même être conscient. Alors, on va forcément, dans ce qu'on va voir dans le discernement, individuel et collectif. Individuel, ça veut dire à travers vos rencontres proches, c'est-à-dire dans votre environnement, vous rencontrez une personne, dans votre famille, etc., dans votre couple, dans votre éducation avec vos enfants, etc., etc. Et puis, il y a aussi un discernement par rapport à des informations sur lesquelles vous n'avez pas nécessairement d'interaction. Les faits d'actualité, etc., etc. D'accord? Donc, et là, je me réfère à ça. En fait, il y a, c'est avéré, un commerce de l'émotion, c'est-à-dire la quête du buzz, ce qu'on dit vulgairement la putaclic, les titres qui claquent et qui font le buzz pour attirer, parfois on ne va même pas vérifier, ou c'est... Vous voyez, ça, ce sont des choses, c'est véritablement les montagnes russes. Si on suit les médias à la lettre, donc il y a une quête de buzz, on veut faire du quantitatif et pas forcément du qualitatif. On balance une dépêche sans nécessairement aller la vérifier. J'entends certains journalistes, une forme de journalisme qui aussi tente, comme il peut, de lutter contre un journalisme citoyen, qui est parfois, qui se répand comme une traînée de poudre de manière virale très rapidement. Donc c'est vain. C'est un métier, on va le voir, le journalisme est un métier. Il y a une dimension protocolaire à respecter, tout comme la science, la médecine, etc. Donc c'est un métier à part entière, ça s'apprend. Bon, mais ce que je veux dire, il y a aussi, forcément, il y a des montagnes russes, d'accord, avec nos émotions. Donc c'est important
d'être déjà conscient de ça. Être conscient aussi de la polarisation, des polarités. On est dans une ère de polarisation, c'est-à-dire qu'en fait, et notamment renforcée par la notion des algorithmes d'Internet. Les algorithmes, en fait, nous rendent de moins en moins objectifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous faites une recherche et on va vous orienter sur, entre guillemets, l'historique de vos recherches. Mais c'est le même principe que le cerveau, si vous voulez. Le cerveau, en fait, il analyse en fonction de ce qu'il a déjà vécu. Donc forcément, vous ne pouvez pas résoudre les problèmes avec le même esprit qui les a créés, ça c'est d'Einstein, c'est le même principe. Si on est toujours dans un schéma antérieur de ce qu'on a vécu, bah, on n'évolue jamais, on découvre rien et on n'évolue pas, on n'ouvre pas ses champs de conscience. D'accord? Donc bon, de facto, on reste piégé dans notre petite caverne, le mythe de la caverne de Platon. Je vous invite à regarder sur Internet ce que c'est, j'en ai déjà parlé. Alors, au-delà de ça, bien entendu, dernier point, extrêmement important, les fake news. Les fake news, nous sommes dans une ère de l'information extrême, le déluge informationnel, et par ailleurs, un déluge, entre guillemets, de désinformation. C'est-à-dire on a beaucoup d'informations, donc il faut déjà la trier, parce que sinon bah, le trop est l'ennemi du bien. Et par ailleurs, aussi, c'est de plus en plus quantitatif et pas forcément qualitatif, il y a vraiment des fausses informations. Alors, on pourrait savoir, hein, ça vient d'où? Ça peut être un petit plaisantin dans sa chambre, un ado, un geek qui a envie de se marrer, de voir les moutons qui vont suivre son idée, que ça va se répandre comme ça. Ça peut être des intentions plus hautes, des organisations, des factions, pardon, fractions justement, des factions qui ont volonté de fractionner. Ça peut être étatique. Il y a des trolls avérés étatiques. Je répète, il y a des trolls étatiques. Ça veut dire qu'il y a des pays qui vont faire des ingérences dans d'autres pays pour s'être avéré. Voilà. Bon. Et c'est pas de la conspiration, c'est une réalité, hein, ce sont des faits. Et en fait, là, ça devient extrêmement dangereux, bah, déjà parce que il y a de plus en plus, à travers les fake news, on balance tellement parfois de la merde, excusez-moi, hein, de la merde et des putains de conneries, que bah, en fait, il y a un moment, on doute. Vous voyez, si par exemple, je dis n'importe quoi, hein, vous êtes en couple et vos voisins sont des gros cons et ils balancent que des conneries sur votre conjoint ou votre conjointe, juste pour vous faire chier, juste pour foutre la merde dans votre couple, etc. Vous allez tromperie par exemple, vous allez avoir des doutes, vous allez être suspicieux, etc. Alors que votre couple est peut-être à la base solide, peut-être que, mais il va s'effriter petit à petit. Et il n'y a rien de pire. Vraiment, dans ce schéma, c'est métaphorique, il n'y a rien de pire que de se sentir dans un couple, mais aussi dans la vie, en perpétuel sur sa défensive et ne plus faire confiance à personne. Aujourd'hui, beaucoup de gens sombrent dans l'obscurité, dans le pessimisme, parce qu'ils se disent, mais tous pourris, les politiques, les médias, etc. etc. Ah, on se calme 2 secondes. Ok? C'est pas binaire, c'est pas une dualité. Il y a certes des fake news, il y a certes des petits plaisantins, il y a certes des gens qui tentent de manipuler, probablement et certainement. Certainement dans le sens, c'est avéré. Mais c'est pas tous des méchants, etc. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui font... Il y a encore du journalisme, même mainstream, qui est encore rigoureux, honnête. Il y a encore des individus qui sont honnêtes, et ainsi de suite. Parce que, et ça c'est vrai pour le journalisme, c'est vrai pour la médecine, c'est vrai pour la science, etc., etc. Vous avez dans vos entourages forcément des amis ou des médecins qui sont quand même des bons gars, des bonnes personnes, des bons gens, quoi. À un moment, si on est suspicieux en disant non, mais en fait, c'est une... Mais putain, mais on se tire une balle, c'est atroce. Je vous dis, c'est le même principe que vous avez pas confiance, vous êtes dans la jalousie et vous faites des gros films et en gros, votre mari vous trompe, etc., etc. Mais c'est invivable. C'est invivable. C'est un truc, franchement, c'est une torture. C'est une torture psychologique. En fait, c'est une agression quotidienne. Et ça, vraiment, c'est extrêmement dangereux. Les fake news, et véhiculés par les médias sociaux, entretenus par les pogroms et les bastons qu'on a sur les réseaux sociaux, des débats stériles, etc., de « j'ai une opinion », de « pourquoi t'aimes pas les concombres? J'aime bien les concombres, etc. Non, pas bien, oui. » Enfin, je schématise, mais parfois c'est à ce niveau-là. Hein. C'est pour ou contre, le pour ou contre. Non, je ne suis pas d'accord. C'est faux. Je valide. Je valide, ouais, c'est vachement constructif ça. Je valide. Je valide, ça veut dire. Enfin, moi, ce truc me choque. Je valide. C'est comme si j'avais mis mon tampon. Alors, Aurélien Mulot valide. Du genre, Alors, on va en venir à d'autres choses. Parce que, si vous voulez,
là, ça devient inquiétant dans ce sens. Même la notion d'influenceurs et autres, je pense que c'est dangereux. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on est notoriété publique qu'on a forcément la science infuse. Euh, Enfin, bon, ça j'en parlerai tout à l'heure. Mais alors, pourquoi les fake news c'est si préoccupant? Je pense que les fake news sont un cancer pour le tissu social, pour l'équilibre mondial, véritablement, pour la stabilité émotionnelle individuelle de chacun. Je ne suis pas en train de basculer. Alors, juste un truc, rien que le discernement. Dans la conspiration, il y a des choses vraies, il y a des choses du passé qui se sont avérées réelles, opération Ajax, etc. Il y a aussi dans la conspiration des grosses conneries monumentales. Par exemple, je vais vous en dire une, la historique, c'est en Russie, c'est le tsar Nicolas II qui avait créé justement pour avoir une volonté de détruire les juifs, le protocole des sages de Sion. Bon, c'est un faux. Il a demandé à un de ses ministres ou à un diplomate de rédiger un faux. C'est avéré, hein, c'est historique. Bon, et il y a des gens qui ont repris ça. Hitler l'a repris, etc., etc. Donc c'était un faux qui parlait d'un gros complot, enfin pas judéo-maçonnique, juif, etc., etc., qui voulait montrer. Bon, ben ça c'est un faux. D'accord. Donc ça, c'est historiquement une conspiration fausse. En revanche, il y a une conspiration, l'opération Ajax, que Obama a reconnue, je crois, de mémoire en 2008 ou 2010, sur l'ingérence des États-Unis dans le processus du coup d'État du Shah d'Iran avec Mossadegh en 1900. Enfin, il a été dégagé parce il était très populiste, il voulait rendre le pétrole au peuple, d'accord. Il était un peu socialiste, on va dire, dans l'âme. Et donc, du coup, ça n'a pas du tout plu aux États-Unis. Ils ont placé le Shah d'Iran, etc. Ils ont fait un coup d'État, etc., etc. Bon, et ils ont reconnu que c'était une ingérence. Et il y en a plein. Hein, et c'est les États-Unis, c'est la France, c'est la Grande-Bretagne, etc., etc. Voilà. Mais c'est intéressant, en fait, ni dans l'un ni dans l'autre. Mais donc, les fake news, pour en revenir aux fake news, ça a toujours existé. Mais là, c'est de plus en plus répandu parce que les médias sociaux amplifie le phénomène et surtout donne un accès à tout le monde, à monsieur lambda. Moi, je vais vous dire, j'ai reçu pendant la période de Covid au début, c'était donc moi j'ai mon bureau en Chine, c'était fin janvier et une amie m'envoie de France un truc du genre, c'était une photo. Je vous dis ce que c'est une photo avec un mec, un masque, et il y avait un texte. Je suis journaliste, machin, Wuhan, il se passe des choses ici, c'est inexplicable, la situation est bien pire que la réalité, etc., etc. Elle m'envoie ça. Ok, et je lui dis, mais tu mets pas un petit commentaire avec ça, etc. En fait, je lui dis, écoute, moi, le monsieur a un masque, donc moi, je peux mettre un masque. Je peux me prétendre journaliste. Je peux pomper aussi en trouvant je tape sur Internet, envoyé spécial en Chine à Wuhan, je mets son vrai nom. Ok, on verra jamais que c'est moi, parce que je mets un masque. En plus, le texte, bon, je peux l'écrire aussi, hein, je vais vous dire. Donc, et je lui dis, il sert à quoi ton truc? On ne peut pas le vérifier. Donc ça sert à que dalle. Ça sert juste à avoir les boules, à avoir une grosse angoisse. Et on a vu que le virus, pardon, la dimension virale, ça a surtout été la projection de la peur. En fin janvier, on ne sait absolument rien de la portée, etc., de la contagion, etc. Mais les bourses, la bourse, les bourses du monde entier, stock exchange en anglais, dévissent. C'est-à-dire il y a une peur pas du tout rationnelle. D'accord. Ça aurait pu être comme la grippe aviaire, etc. Il y a pas eu, ça n'a pas ça n'a pas été, comment dire, une pandémie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être extrêmement vigilant et malheureusement, on est aussi. C'est pour ça qu'on est tous co-responsables dans ce schéma offre et demande, et d'où l'importance de faire attention et de faire preuve de discernement. Alors, pourquoi les fake news sont dangereuses et j'estime un cancer pour la société? Parce qu'on peut changer les messages. Un. Parce que deux, on peut toujours prendre hors d'un contexte un texte et dire n'importe quoi dessus ou l'interpréter. Trois, on peut faire des montages désormais. Quatre, on peut faire des orientations, de la récup politique ou religieuse, culturelle, peu importe. 5, le deepfake. Le deepfake, c'est quoi? On peut faire en sorte que là, vous avez des vidéos, vous pouvez me faire dire n'importe quoi. Vous avez ma face, etc. Vous pouvez me faire jouer dans un film porno. Vous pouvez me faire dire n'importe quelle connerie. Vous pouvez changer ma tête, etc. Je dis par provocation, nous verrons, peut-être quelqu'un fera le test, on verra des images où
on peut retravailler les images du passé, on verra Adolf Hitler recevoir la médaille, enfin le prix Nobel de la paix et la médaille des justes, ayant sauvé des juifs. Vous voyez l'aberration. Donc si on veut réécrire l'histoire, on peut très bien. Donc là, ça commence à être vraiment préoccupant. C'est-à-dire demain, je ne sais pas, un président d'un pays, je ne sais pas, Grande-Bretagne, le Premier ministre, on fait un fake, il fait une allocution avec un hacking et on fait dire voilà, on a une menace, les Indo-Pakistanais, descendez dans les rues, peuple britannique de souche, etc., et allez les tabasser à coups de batte. Bon, bah, il y a des gens qui vont le faire. D'accord. Et là, il peut avoir une allocution peut-être 6 heures plus tard du genre non mais c'est pas moi, c'était pas moi, etc. Bah, il y a des gens qui sont déjà en train de tabasser et qui voilà. Donc ça, alors c'est extrême mon exemple et peut-être enfin, je pense que vous aurez compris. Alors c'est très, à mon sens, c'est très dangereux. Alors je vais vous donner des exemples à titre perso. J'ai voulu faire un montage de mes différentes vidéos. En fait, et si on parcelle des petits morceaux, des petits fragments de mes vidéos, vous pouvez me faire dire un message où en fait je fais que de l'apologie de la haine, je suis dans l'aigreur, etc. Je prends que les moments où de temps en temps, bah, je ne sais pas, justement sorti du contexte, c'est le deuxième truc qu'on va voir. Et en fait, je fais juste un message, juste avec ma voix. Alors vous me verriez changer d'habit, donc ça serait un peu gênant, mais on pourrait juste faire la voix. Et un montage où je dis mais des trucs hallucinants, quoi. On me ferait dire des choses incroyables. Alors, deuxième axe, donc déjà avec les petits montages, sortie du contexte. Sortie du contexte, je vais vous donner un exemple. Par exemple, ok, j'ai par exemple dit, je ne vais pas vous dire suicidez-vous. Et là, on coupe et on prend juste suicidez-vous. Vous voyez. Ou ouvrez les guillemets, si j'ai dit dans une vidéo, si vous vous dites il faut tout détruire, faire une révolution et punir les fautifs, on a vu ce que ça a donné. L'histoire de la Révolution française, ma suggestion est une évolution pièce par pièce, en conscience, collectivement, dans le pardon, dans la compassion et dans la sérénité et la paix. Okay, et là, on sort du contexte et on me fait dire juste il faut tout détruire, faire une révolution et punir les fautifs. Eh bien, alors que j'ai dit complètement l'inverse. J'ai juste dit si vous vous dites, donc si vous pensez ça, et moi je vous suggère ce que je pense ensuite. Donc vous voyez, là j'ai sorti du contexte, et là en fait ça va complètement à l'encontre de ma volonté initiale. 3, reprenez tous mes textes, toutes mes vidéos, certains qui veulent orienter et qui vont dire, je ne sais pas, une mouvance religieuse par exemple, on va dire, ah tiens, il cite beaucoup les textes juifs, ah il est pro-juif, et bien souvent il va y avoir deux pas avec pro-sioniste. Ah putain, c'est un islamo-gauchiste, comme on entend, alors le terme il est immonde, je ne vois pas le lien, mais bon, peu importe, ça c'est encore un autre schéma de petites cases. Parce que je cite des passages du Coran ou j'en sais rien, ou des soufis, etc., on va dire ah bah il est islamo-gauchiste. Ok, sympa. Ensuite, je cite beaucoup la Bible. Ah, c'est un pro-catho, c'est un pro-chrétien, c'est un évangéliste, etc. Ou bien, à l'inverse, on va dire ah, il détruit le christianisme parce qu'il dit de temps en temps que les textes ont été réécrits. Ouais, c'est l'histoire. C'est avéré, c'est de source vraie, référence historique, culturelle, c'est pas un blasphème. 325 après Jésus-Christ, concile de Nicée. Constantin fait un conseil et dit voilà, vous avez 45 évangiles, on va s'entendre parce que sinon ça va être la guerre civile dans mon empire, donc on va se mettre d'accord à en prendre 4. Donc déjà, ça c'est une sélection. Et qui dit sélection dit forcément c'est un choix, et donc c'est un choix subjectif. De là, il y a des passages qui sont des interprétations. Voilà, mais c'est logique. Si vous faites, en plus, ça a été écrit, il y a des passages de la Bible qui ont été écrits par des non-contemporains de Jésus-Christ. Bon, déjà, si alors l'histoire de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu la bête, bon, bah, si vous écrivez, je sais pas, vous voyez cette vidéo et vous écrivez un article sur la vidéo dans 70 ans, mais même pas vous allez en parler à votre enfant qui va en parler à votre petit-fils, etc. Bon, bah, le téléphone arabe, on a vu ce que ça donnait, hein, d'un message. Bon, c'est une réalité, ça. C'est pas un blasphème. Bon, et ça, en fait, bon, je peux vous en donner plein des exemples comme ça, mais on pourrait me reprendre dans un contexte, on pourrait dire, ah bah tiens, c'est un communiste, parce qu'il est anti-système. Je ne suis pas anti-système, j'essaie d'être dans la conscience, ok. Ah, c'est un mondialiste, parce qu'il a une société, il vit à l'étranger, c'est un vendu, etc. Bref. On peut me mettre dans n'importe quelle phrase, dans n'importe quelle case. Je dis souvent quand je fais des interviews,
vous pouvez spolier tous mes messages, vous pouvez tous les interpréter mal. Parfois, j'hallucine, je tombe des nues, pas dans mes vidéos, mais plus dans les interviews. Je vois des gens qui me défoncent ou qui défoncent d'autres personnes en me disant « D'accord, donc toi, en fait, si tu as mis tes lunettes noires, bah, tu vois toute la vie noire. Même le petit prince, tu vas le voir comme un truc d'épouvante. » Vous voyez, je pense que vous aurez bien compris. À bon entendeur, salut. Alors lui, il sort du cœur, le à bon entendeur, salut. Alors, de la même manière, j'ai fait plein de gestes, etc. J'ai fait même du sport, etc. On peut me faire un Heil Hitler. Bah là, rien que là, malgré moi, j'avais même pas prévu de le faire, mais je sais pas, je fais des mouvements, par exemple de gymnastique, j'en ai fait pour les mouvements de sport, n'est-ce pas? Et ben, suffit qu'on me coupe, enfin pas qu'on me coupe un bras, mais on me laisse un bras statique, et j'ai déjà fait dans mes mouvements une forme de Heil Hitler. Là, je viens de vous le dire, justement, en disant, vous pouvez me faire dire ou faire un Heil Hitler, donc on le coupe du contexte, et on dit, oh, regardez, c'est un pro-nazi, etc., etc. Vous voyez? Et là, en gros, c'est sans fin. On peut changer mes lèvres. On a fait, avec mon pote, on a justement fait du deepfake. On m'a fait devenir un vieillard, qu'on reprendra pour une vidéo dans le futur sur le vieillissement. Voilà, on peut faire avoir une voix d'enfant, etc. On l'a fait avec Gaïa Méditation pour l'enfant intérieur. C'est ma voix, le petit bonhomme. Le petit enfant, c'est moi. Donc on peut faire du Photoshop du son. On peut faire du Photoshop. Alors là, j'ai un bouton, je crois. Vous pouvez me le virer. C'est marrant parce que les Chinois, ils ont fait sur mon passeport. C'est trop rigolo. Avec ma compagne, on a déliré. Je ne sais pas pourquoi, en fait, je suis allé chez une maison, enfin Kodak, pour ne pas les citer, dommage. Et en fait, ils m'ont photoshopé. Alors, je devais faire pour mon passeport. Bon, bah, ok, c'est fait, bon, pas grave. J'ai 25 ans sur le truc. On a l'impression que je suis un gamin un petit peu Oups, pardon. Non, mais je suis vraiment, je fais, Genoux, etc. Et le truc, il va être valide jusqu'en... J'aurai 50 balais là-dessus. Monsieur, vous avez 50 ans et vous avez une tête de... Bon, c'est vous, vraiment, il y a un gap, vous voyez, donc bon, ça peut être drôle, mais ça peut être aussi pathétique, hein. Je vais vous donner un truc un peu plus pathétique. Il y a, dans le porno, tous les petits selfies qu'on met, etc., gentillets, enfants, ados, et même adultes. Je suis désolé, mais on peut prendre ma tête et me mettre dans un truc gay, et avec, excusez-moi, hein, mais du sperme, comme si j'avais fait une fellation, d'accord? Donc... bon, ça me ferait un peu chier quand même, vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que vous... Non mais sérieusement, vous pouvez détruire une personne. Il y a des gens, des gamins, ou même, je sais pas, alors ça c'est pas du fake, mais c'est du réel, une sextape ça fait le tour des bureaux et tout. Putain, imaginez le traumatisme, parce qu'un ex s'est vengé, franchement. Bon, c'est dangereux, tout ça c'est dangereux. Mais alors, quand c'est en plus du fake, votre gamine de 11 ans qui, parce qu'elle fait du TikTok ou j'en sais rien, ou des selfies, bon, bah, la pauvre gamine, elle est complètement innocente et vous retrouvez dans un truc ou des vieux pervers, mais pétez un câble, quoi. Et ça peut, oui, ça peut ruiner une famille, des personnes, etc., etc. Donc ça, franchement, moi, j'invite à la vigilance. Moi, j'invite vraiment à un mouvement citoyen de conscience individuelle. Et aussi, il faut qu'il y ait des lois, bordel de merde. Il y a un moment, franchement, moi, je dis souvent, tout ce qui est Internet, etc., c'est comme si on balançait des bagnoles, des voitures, et puis on disait, bon, écoutez, alors, on n'est pas capable vraiment de réguler, donc, bon, bah, les freins, ils marchent une fois sur deux. Donc là, il y a plein d'accidents, et on dit, bon, bah, vous pouvez quand même avancer. Et puis, bon, bah, c'est risqué, oui, bah, c'est comme l'avion, etc. Bah, sauf que le quota de l'avion, il est quand même un peu moindre. Il y a un moment, merde, non, non, non. Il y a un moment, il faut réguler tout ça. C'est trop dangereux, c'est franchement... Je vous invite, alors, c'est dans les références, à regarder Netflix, alors je fais pas de la pub pour Netflix, je m'en fous, je l'ai regardé, il est intéressant, donc vous pouvez le trouver par différents biais, mais c'est Social Dilemma. C'est les créateurs des réseaux sociaux qui disent, alors un est interviewé, il dit, je pense que le danger c'est une guerre civile, donc il parle des États-Unis. Mais je pense que ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Il y a un autre qui est très très bien, c'est ACT, comme hacking, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, désolé, mais on parle de Facebook, etc., etc. Et ils mettent que justement la situation au Myanmar a été c'est pas Facebook qui a fait ça, bien entendu, mais c'est juste parce que les gens n'étaient pas préparés. J'en ai déjà parlé, hein, ça, sur les minorités musulmanes, parce qu'il y avait eu un fait divers avec un viol qui était réel, mais ça s'est envenimé avec les réseaux sociaux, et il y a eu des pogroms, contre cette communauté. Alors, il y avait déjà un historique dans le passé par rapport à cette minorité. Je ne suis pas en train de faire un schéma binaire. Mais en gros, on avait expliqué à Facebook, peut-être que le peuple n'était pas tout à fait prêt à ça, quoi.
Et ben, voilà, du coup, ça a quand même créé ça. Enfin, ça a créé. Disons que ça amplifie, on va dire. D'accord? Donc ça, putain, ça fait flipper quand même. Il y a un moment, moi, je vous dis, quand je regarde les débats stériles la plupart du temps des réseaux sociaux et surtout même dans les trucs de spiritualité, on se dit merde, c'est des gens conscience, c'est des gens dans le cœur, etc. Mais on a l'impression que c'est que dans l'aigreur. C'est si tu suis pas un espèce en quelque sorte de stéréotype ou de mainstream de la conspiration ou de bien-pensance qui, en fait, ça devient binaire. C'est-à-dire, vous avez le mainstream, les moutons, et d'autre part, vous avez les gens qui sont éveillés et qui font forcément penser différemment. Il y a peut-être un entre-deux, c'est-à-dire peut-être que oui, le mainstream, il y a plein d'extrêmes, enfin de trucs qui sont manipulés, peut-être, il y en a. Et puis, peut-être que dans la conspiration, il y a aussi vraiment des conneries. Voilà, donc encore une fois, je l'ai dit au départ, hein, c'est vraiment des, comment dire, c'est un arc-en-ciel, hein, l'histoire. Et vraiment ce sentiment où, si vous dites, j'en sais rien, moi, en gros, en fait, ce que j'essaie d'insuffler avec cette notion de positivisme, je sais qu'il y en a qui m'en veulent. Parce qu'ils doivent se dire, ouais, mais il est tranquille, il est à Bali, etc. Je vous ai déjà expliqué ici, il n'y a pas d'assurance sociale, il n'y a pas d'assurance chômage, il n'y a pas de soutien, etc. etc. Il y a enfin, la médecine et tout. Bon, ils galèrent, hein. C'est pas un Eldorado non plus, il n'y a pas d'Eldorado, d'accord? Donc ce que je veux dire par là, c'est que, ouais, faut vraiment faire très, très, très attention à ça. Vous savez, notamment dans les fake news, et là j'insiste lourdement parce que c'est vraiment important, vraiment important. Hitler et Goebbels avec sa propagande disaient, et ça c'est vraiment phénoménal, il disait en fait, répétez un mensonge 10 fois, il reste un mensonge, répétez-le 10 000 fois, il devient une vérité. D'accord? Donc c'est pas parce qu'on l'a vu sur un site, je vous dis un exemple, j'écris si je crée un blog sous un faux nom, etc., ou même mon nom, hein, pourquoi pas, et puis j'ai des gens qui me suivent, etc., qui trouvent que ce que je dis, c'est pas trop débile. Et j'écris un truc juste, mais un article complètement débile. Ok? Et voilà, sur une révélation, disclosure, voilà, les gros titres et tout. Et puis quelqu'un le lit, il trouve, ah putain, waouh! Et il est troublé. Et d'autres vont le pomper. Et il se retrouve sur 10 sites. Ok, alors, mais non, mais en fait, je l'ai vu sur l'autre site de lui et lui et lui, donc c'est la réalité. Bah non, c'est pas parce que parce que l'article, entre guillemets, ou l'idée est sur 10 trucs alternatifs et repris, que c'est forcément la vérité. Là, on en vient à justement ça, ce que disait Hitler sur 10 personnes. Alors, justement, venons-en à de la pratique, des conseils. Enfin, des conseils, on va dire plutôt des techniques. Il y en a 12. Alors, remettez tout en question. Ça, c'est primordial. Remettez tout en question. Alors, ça, c'est ce que je fais dire dans Sage Passage et dans Synthèse de Synthèse, que vous pourrez retrouver encore une fois dans mes ouvrages gratuitement. N'avalez jamais aucune information sans la digérer. Remettez toujours tout en question. Même ce conseil, suivez juste la voix du cœur, alignée à la raison, qui vibre et trouve écho en vous. C'est inspiré en fait la mouvance soufie qui dit ne faites jamais, remettez tout en question, même ce conseil. Vous voyez, référence musulmane, islamo-gauchiste. Vous voyez, on remet dans un contexte. Et si je fais une citation, je ne sais pas, juive ou autre, on va me dire, bah tiens, orientation. Bref, encore une fois, je pense que vous aurez compris l'histoire de récup. Alors, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais ado, je me souviens, c'est dans les années 92, 93, 95, il y avait un truc qui s'appelait Arrêt sur image. C'était sur la 5e, ou je ne sais plus, la 5, bref. Et je trouvais intéressant. En fait, il décortiquait l'actualité. Et je me disais, en fait, tout de suite, il me venait à l'idée en me disant, mais c'est vachement dangereux ça, parce qu'en fait, on dit, voilà, on devient objectif, donc on analyse. Mais eux sont aussi subjectifs. Donc il faudrait faire, en poupée gigogne, un arrêt sur image de arrêt sur image. Et ainsi de suite. Moi, par exemple, ce que je vous dis là, mais je vais vous demander d'être encore plus vigilant de ce que je vous dis. Parce que c'est pas parce que je me prétends parler discernement et de vous orienter sur des conseils, etc. Je ne suis pas objectif. Je ne suis pas objectif. J'ai ma propre complexion, j'ai mes propres, etc. J'ai mon histoire, d'où l'intérêt, enfin d'où l'importance actuellement, et ça fait peur, des influenceurs, des dits influenceurs. Justement dans dans Hacking, ils expliquent en fait que vous pouvez balancer un truc de propagande, vous contactez des influenceurs du monde entier et vous passez des fake news ou autres.
et ben, l'information va être divulguée extrêmement rapidement et vous pouvez formater l'opinion publique. L'opinion publique, c'est un truc sur lequel on a joué dès les années 30 avec, c'était le petit-neveu de, je ne sais plus son nom, de Freud, aux États-Unis. Ça me reviendra. Et il disait justement, enfin, il a commencé à essayer de changer l'opinion publique, par exemple, sur le fait que c'était un phénomène d'émancipation de la femme que de fumer, et que c'était bon pour la santé, etc., pour justement gagner davantage sur l'industrie du tabac. Vous voyez, donc c'est vieux comme le monde, hein, je veux dire, ça, la manipulation dans l'absolu, elle existe, c'est un fait réel, etc. Mais ça, en fait, la notion d'influenceur, oui, faut faire attention. Alors, moi, j'ai pas de rayonnement, mais si d'aventure, je dis n'importe quoi, mais si j'avais même des millions de gens qui suivaient, mais je redoublerais de vigilance. Peut-être que j'aurais même peur, en fait, de dire des choses en me disant mais est-ce que ça va être bien interprété, je veux pas que ce soit parole d'évangile, je veux pas nécessairement que les gens adhèrent à ça, c'est pas, j'ai un schéma, je propose un buffet comme je vous ai expliqué, et toute cette idée, je pense que vous l'aurez saisi si vous me suivez depuis un moment, de la clé des champs, passe-partout de la clé des champs, c'est quoi? C'est justement, il n'y a pas une clé universelle, c'est chacun qui la façonne à son image et en fonction de sa propre évolution personnelle. Donc je serai un dictateur si je commençais à dire voilà, il faut penser ceci, il faut ceci. Il faut remettre tout en question et même, vraiment dans l'absolu. Alors, et même ce qu'on pense, limite. Alors, justement, ça, si on va dans l'extrême, Staline disait « je ne fais confiance à personne, même pas à moi-même ». Alors là, on basculait dans le côté psychopathe du personnage, où il était complètement parano. Mais quelque part, oui, il est intéressant, grâce aux autres, de se remettre soi-même en question, d'avoir des amis, ou un entourage, une famille, etc., qui vous disent « non mais là, t'as fait de la merde » ou « là, t'as complètement déliré » et ouais, de temps en temps, parce que ça peut aller très vite, hein. Donc, je pense que c'est sain d'avoir aussi un entourage, de vous remettre en question. Se remettre en question, c'est un processus éternel pour moi. Je me souviens, c'est l'une des premières citations que j'ai appris quand j'avais 12 ans, je crois. Je ne sais même plus de qui elle est parce qu'elle n'est pas du tout connue, j'ai quasiment jamais réussi à la retrouver. C'est vérité au-delà des Pyrénées, erreur en deçà. En gros, de côté de la frontière, et ça doit être un vieux proverbe aussi, il y a une vérité, je ne sais pas, peut-être en Espagne, et de l'autre côté des Pyrénées, en France, ce n'est pas la réalité, etc. C'est deux visions divergentes. Bon bref, tout ça pour dire, vraiment, j'insiste sur cette notion-là. Alors, remettez tout en question. Deuxième technique, prendre du temps pour analyser, ne pas réagir à chaud dans l'émotion. Prenez du temps, lissez-le sur le temps. 3, prendre du recul, un certain détachement, c'est-à-dire une vision holistique, c'est-à-dire une vue d'ensemble. Alors, physique et émotionnelle, c'est très important. Que ce soit pour les médias, que ce soit pour un environnement, une salle de réunion, un conflit à gérer avec vos enfants, un conflit à gérer, j'en sais rien, si vous avez une équipe à gérer, etc., au niveau professionnel, etc. 4, s'il s'avère que c'est dans le journalisme, analyser un article, une information, à travers 3 niveaux. Analytiquement, émotionnellement, intuitivement. Alors, analytiquement, c'est quoi? C'est de l'analyse, d'accord? L'analyse de faits, les données, les datas, c'est-à-dire si c'est tangible, si c'est crédible, la crédibilité. Aussi, est-ce que c'est orienté ou pas? D'accord? Ça, c'est important. On verra aussi après les sources. Émotionnellement, donc ce que vous ressentez, est-ce que c'est lié à votre passé? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu de parti pris quand même à la base? Est-ce que ce n'est pas lié à vos traumas, à vos propres complexions, vos schèmes, vos partis pris, vos ombres projetées, etc. etc. Est-ce qu'on a travaillé assez sur l'être intérieur, c'est-à-dire sur tout ce qu'on a vu sur l'ego, sur la construction de l'ego, les injustices, etc. etc. Intuitivement, je pense que c'est primordial, ok? L'intuition, c'est aussi à ce niveau-là, hein, la méditation, l'intuition. Comment je me sens, comment je vibre avec cette personne, par exemple, ou ce fait, et de me dire « Ah non, je sais pas, il y a un truc qui
qui me bloque. Il y a un truc, ça va pas. De dire par exemple, j'en sais rien, je lis un texte et je me dis, ou un mec parle et pourtant j'aime bien ce qu'il dit, mais je sais pas, il prône un truc contre une minorité ou contre je sais pas, une orientation sexuelle ou autre. Et je sais pas, en fait, je sens la haine quand il parle et je sens que même son message, il vibre pas en moi, il est disharmonieux, etc. Ça, c'est l'intuition. Et là, je m'en réfère à mon grand philosophe, le grand Petit Prince, qui dit « Et maintenant, voici mon secret ». Un secret très simple. C'est seulement avec le cœur que l'on peut voir correctement ce qui est essentiel, est invisible pour les yeux. Alors, c'est lié à l'intuition, hein. Ça vibre ou pas. D'accord? Donc, il faut faire aussi attention de l'intuition négative. On peut de temps en temps dire tiens, je ne sens pas, parce que j'ai un parti pris, parce que j'en sais rien, j'aime pas sa couleur de cheveux, parce que j'en sais rien, il me rappelle quelqu'un, un ex, une ex ou un mec qui m'a arnaqué, etc. C'est pareil, l'intuition, c'est pas ça normalement. Ça, c'est du ressenti. C'est encore différent. Mais voilà, d'avoir cette bonne balance. Et en fait, c'est toutes ces techniques cumulées qui vont, entre guillemets, vous aider peut-être à vous rapprocher d'une forme, j'ai bien dit, d'objectivité, telle une exponentielle. Alors 5, bien entendu, vérifier les sources. Ça vient d'où? Comme je vous ai dit, le journalisme ou la science, la médecine, c'est un protocole. Il y a un protocole. Protocole, ça veut dire un cheminement à respecter. Même dans le professorat, moi quand j'enseigne à des MBA, etc., c'est pour ça que le titre de professeur, il est lié à un enseignement et à un respect d'un protocole. C'est-à-dire que systématiquement, vous citez vos sources, des références, vous avez écrit ce qu'on appelle des papiers, comme en sciences, et ils sont reconnus par vos pairs, par des institutions, etc. C'est pas un truc que j'écris dans ma chambre et voilà, ouais, bah, j'écris un papier cul, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, ça, c'est, je dis pas, alors justement, il faudrait voir l'objectivité des institutions qui analysent ça, parce que pareil, le corpus scientifique, parfois, par exemple, il y a des thèmes, la conscience, l'âme, vous écrivez un article dessus, il sera probablement jamais reconnu. Ça, c'est un fait, donc ça veut dire que ce n'est pas non plus objectif. Bon, mais on va quand même partir du principe que c'est peut-être bien fait, ils ne sont pas dans la conspiration, les gens, enfin, vous voyez, ça évolue en fonction de... Mais c'est humain, encore une fois, mais disons, encore une fois, comme un jugement. Est-ce que la justice, elle applique les lois, mais un homme de loi qui mette, j'en sais rien, 6 ans ou 7 ans, bon, c'est subjectif, vous voyez. C'est, encore une fois, se réfère au texte, et c'est pour ça que j'écris actuellement un ouvrage qui s'appelle Dictature du bien, qui est justement sur le fait que la justice devenant de plus en plus subjective, on en vient à faire une justice de paramétrage, c'est-à-dire avec les machines. Ah, alors on peut se dire, ouais, bah, ouais, et évidemment ça va partir en délire et forcément en danger. Alors, ouais, où ça vient, c'est important. Aussi, technique 6, c'est ce qu'on appelle les fact-checkings. Fact, c'est les faits, le fait de vérifier les faits. Donc il y a des logiciels, il y a des, pareil, est-ce qu'ils sont fiables, est-ce qu'ils sont, encore une fois, il faudrait faire un fact-checking de fact-checking en quelque sorte. Mais je pense que de plus en plus, il y aura dans la notion d'éthique, de transition, de plus en plus de sites, d'institutions, sans parti pris, justement pas financés par des laboratoires, etc., des publicitaires, etc., qui seront des comités d'éthique pour vérifier les sources d'informations, etc., pour éviter un filtre, hein, quoique sinon c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Ça, c'est primordial à mon sens. Aussi, ce que je vous invite à faire, 7e technique, c'est de varier vos sources d'informations. Alors, différents courants, par exemple de supports médiatiques, c'est-à-dire des journaux, mais ça peut être, j'en sais rien, mais différentes tribunes avec différentes orientations, peut-être centre, gauche, etc. Enfin, faire avoir un large éventail. Après, vous faites votre propre, à votre sauce, mainstream, alternatif. Encore une fois, l'alternative, il faut faire attention. L'alternative, il y a des gens qui n'ont pas, sont pas reconnus, mais honnêtement, ils ont un bon, à mon sens, encore une fois, c'est subjectif, ils ont des bonnes analyses, vous voyez, mais de la même manière, remettre dans un contexte, etc. Enfin, faire une espèce de sauce comme ça, de cocktail, qui, encore une fois, ça, c'est pas protocolaire pour le coup, hein, mais qui va vous permettre en quelque sorte de vous rapprocher, entre guillemets, d'une forme d'objectivité. Alors, appliquer, alors là, c'est plutôt dans un contexte
de relation avec l'humain, les gens, les réunions, etc. Pratiquer l'empathie. L'empathie, c'est quoi? C'est la capacité à intégrer le schéma d'une personne. C'est-à-dire sa complexion, ses traumas, etc., sa personnalité, son caractère, etc., pour essayer de comprendre véritablement la personne. Alors, je vous invite aussi dans les 9e techniques, c'est d'avoir un entourage relativement large et éclectique. À titre personnel, j'ai des amis politisés, d'autres pas, différentes visions du monde, différentes qui sont spirituelles et qui ne le sont pas, scientifiques ou même de corporations plutôt artistiques, un peu bohèmes, d'autres très rationnelles. Et quelque part, ça me permet d'avoir, je pense, plus d'ouverture. Okay. Si on reste dans un même schéma de copier-coller des clones de vous-même, on reste dans un même schéma communautaire du même ordre que les algorithmes vous suggèrent toujours votre historique de recherche, etc. Alors, 10e technique, c'est faire une introspection et une analyse de tous vos biais, des biais dans l'absolu et personnel. Alors, les biais, il y en a plein, hein. Il y a les biais cognitifs, il y a les biais émotionnels et affectifs, des biais sensitifs, des biais neurolinguistiques, des biais linguistiques, etc. Alors, biais linguistiques, bah, j'en sais rien, le langage soutenu, l'argot, forme agressive, la maladresse, etc. Neurolinguistique, bah, les variations cérébrales, c'est-à-dire les ondes, vous êtes en mode détente, méditation, bah, vous n'avez pas la même perception de la réalité, etc. Et un verre d'alcool, vous avez encore un autre, etc., etc. Les prises de drogue, etc. Le lendemain, les gueules de bois, ou etc. Enfin, tout ça a un impact sur votre manière de réfléchir. Les biais sensitifs, la vue, l'odorat, le toucher, métaphore de l'éléphant, ce que j'ai dit tout à l'heure. Les biais émotionnels, c'est-à-dire liés à notre passé, notre ego, etc. Enfin, comment on a été façonné. Enfin, les biais cognitifs, en général, les biais, c'est en fait nos filtres. Donc, d'où l'importance de la destruction de l'ego, c'est-à-dire de les connaître, de les comprendre. Et pour ce faire, il est bon d'avoir une vision de pourquoi on réagit comme tel et de voir ces grilles de lecture, de les appliquer dans une situation. Pourquoi je réagis comme tel? Est-ce que c'est pas surdosé? Est-ce que je suis objectif dans mon analyse? Est-ce que voilà, c'est ça qui est intéressant. Un hypersensible, par exemple sur une traite des animaux, va surréagir comparé à quelqu'un d'autre. J'ai pas dit que c'est bien, c'est pas bien. C'est juste c'est un état de fait, d'accord? Il va surréagir pour le point de vue d'un, j'en sais rien, quelqu'un qui n'a même pas les besoins primaires, il va dire mais qu'est-ce que vous emmerdez avec les causes animales? Nous, on n'arrive même pas, on est traités comme des chiens. Vous voyez, donc encore une fois, c'est une subjectivité. Donc chaque vision est une subjectivité. Et alors, évidemment, de ça, il n'y en a pas 12 d'ailleurs, il y en a 10. En fait, je vais vous citer Schrödinger, un grand scientifique, un des piliers, des pères fondateurs de la mécanique quantique, comme Niels Bohr, Einstein, qui d'autre, etc., Tesla, Niels Bohr, etc., etc. Il disait la chose suivante. Alors, Schrödinger a été enseigné par le mysticisme hindou. Donc Vedanta, Veda, etc. Oui, je pourrais avoir une récupération pro-indienne, etc. Donc, et je serais contre les musulmans, etc. Vous voyez, on peut aller très loin comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait eu tout et son contraire. Je vais vous dire un truc, petite aparté avant de citer. Quand on a lancé notre site web Chambali, bon, on a fait quelques ajustements, mais en gros, et à la fin, je l'ai soumis à des amis, etc. Si j'avais écouté, j'ai un petit sondage d'une centaine de personnes, si j'avais écouté toutes les remarques, j'aurais tout détruit. Parce qu'il y en avait qui trouvaient des trucs bien, d'autres qui ne trouvaient pas bien. Et en fait, si j'avais pris que les critiques négatives, toutes, bah, je l'aurais détruit parce que j'aurais tout changé. D'accord? Actuellement, je le trouve beau. Je le trouve très beau. Il est magnifique. C'est ma compagne d'ailleurs qui l'a fait. Mais moi, je suis une bille en tout ce qui est high-tech. Mais bref, c'est subjectif encore une fois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, il y a des choses qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est une réalité, une évidence. Dans la manière dont vous vous comportez, etc., vous pouvez agacer certaines personnes. C'est pour ça qu'il y a différents véhicules. Mes vidéos, il y en a qui les aiment, il y en a qui n'aiment pas, parce que peut-être qu'il y en a qui pensent que je me la pète, il y en a qui pensent que c'est évident ce que je dis, d'autres qui trouvent que c'est trop complexe, etc. Donc, trop complexe ou c'est trop évident, c'est l'inverse. Hein. Donc, ni l'un ni l'autre n'ont raison. Bref, dans l'absolu.
Alors, Schrödinger disait la multiplicité n'est qu'apparente. En vérité, il n'y a qu'un seul esprit. En réalité, ils ne sont que des aspects de celui qui est. Sujet et objet ne sont qu'un. On ne peut pas dire que la barrière qui les sépare soit le résultat d'une expérience récente dans le domaine des sciences physiques, car cette barrière n'existe pas. Alors bien entendu, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il y a une conscience et il n'y a pas de dissociation, sauf qui est nécessaire pour exister séparé, comme on a vu étymologiquement. Et bien entendu, ça fait une référence au vivant, qui est une sorte de kaléidoscope géant. Alors, en guise d'ouverture, bien entendu, on verra aussi une clé sur l'empathie et la communication non violente plus tard, dans le futur, mais je vous inviterai à méditer là-dessus. Alors, bien entendu, une fois de plus, il s'agit d'une clé. C'est peut-être même pas exhaustif, hein, vous pouvez mettre en commentaire, si vous voulez, des choses peut-être auxquelles je n'ai pas forcément pensé, ou que ça viendra plus tard, etc. etc. Ou bien volontairement, je n'en ai pas parlé parce que je pensais qu'il valait mieux aller à l'essentiel. Voilà, donc il s'agit d'une clé parmi tant d'autres pour vous de façonner votre passe-partout, ouvrir les portes de la conscience que vous souhaitez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur, salut.